Pendant longtemps, je pensais que savoir bien s'exprimer était réservé aux extravertis. De nature calme que je suis, j'ai toujours été observatrice que participante, ce qui a développé chez moi des difficultés à m'exprimer correctement. Alors j'ai décidé de faire un exercice simple mais exigeant, pratiquer mon éloquence. La définition de l'éloquence selon Google est l'art de bien parler, de persuader, d'émouvoir un auditoire, alliant la maîtrise du langage, la rhétorique et l'expression non verbale. Ce qui me bloquait réellement quand je devrais parler, c'était le fait de m'exprimer devant un public. Normalement, je devrais être immunisée contre la peur de parler en public parce que j'ai été lectrice à l'église et je disais devant plusieurs personnes. La deuxième chose, c'est que je n'arrivais pas à exprimer mes idées, à exprimer ce que je pensais ici, à le dire pour que mon interlocuteur, celui avec qui je discute, puisse comprendre, assimiler ce que je dis. J'avais également peur d'aller à leur sujet, de donner une réponse qui n'avait rien à voir avec le cadre de la discussion parce que j'ai des difficultés à suivre correctement une discussion. Arrivé à un moment donné, je commence à divaguer, ce qui fait que je perds le fil. Quand il arrive au moment où on devrait poser des questions, lever la main, je serais incapable de me lever la main pour poser parce que je n'ai pas suivi la moitié de la discussion. Parmi les résolutions de cette année 2026 que je me suis fixée, c'est de sortir de ma zone de confort afin de pouvoir mieux parler, mieux m'exprimer et surtout faire mes vidéos YouTube sans script. Parce que je n'arrive pas à faire mes vidéos sans script, sans avoir écrit le texte, ce que je dois dire ligne par ligne. J'aurais juste à écrire maintenant les grandes lignes et développer moi-même le sujet face caméra. Pour remédier à ça, j'ai dû faire des recherches sur comment bien parler, comment bien s'exprimer. Et je suis tombée sur la vidéo d'une dame qui avait un compte TikTok qui parlait de ça, de comment bien s'exprimer. Et j'étais tombée sur un des exercices qu'elle proposait. L'exercice consiste à s'exercer sur 21 jours. Les 7 premiers jours, on aborde des sujets faciles qu'on va essayer de développer face caméra. C'est-à-dire, tu prends un sujet facile, on va le voir dans la chute de la vidéo. On prend un sujet facile, on pose notre caméra, on parle pendant 1 minute. On règle le minuteur à 1 minute et on parle. Pendant cet exercice, le but serait d'éliminer les tics de langage, les E, les donc, les tics qui reviennent à répétition et les remplacer par un silence. Les 16 prochaines semaines après les 7 premières, on aborde des sujets d'ordre moins intermédiaire. Et les 7 derniers jours, on aborde des sujets plutôt difficiles, un peu philosophiques, psychologiques. Mais là, le minuteur sera réglé à 1 minute 30. C'est l'exercice que j'ai dû faire pendant 21 jours, matin et soir. C'était à faire 2 fois en journée, le matin et le soir, pour essayer de supprimer mon tic de langage, qui est donc et eux. Au début, je n'avais pas compris ça de cette manière. Pour moi, je voulais juste parler devant la caméra, essayer de positionner mes idées, d'exprimer mes idées de manière alignée et que ça suive un fil. C'est pour ça que je n'ai pas pu vite commencer à supprimer mes tics de langage. Vous allez le voir dans les vidéos qui vont venir parce qu'on m'a fait un react sur mes 21 jours d'exercice d'éloquence. C'est vers la fin que j'ai réellement pris conscience qu'il fallait que je supprime les tics. Ça faisait partie de l'exercice. Et vous allez le voir que c'est vers la fin que j'ai commencé à faire beaucoup plus d'efforts au niveau des tics de langage. Ensuite, comment est-ce que je choisissais les sujets que j'allais aborder? On a un très bon ami en 2026 maintenant, c'est ChatGPT. Vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez des sujets d'ordre facile, c'est-à-dire 14 sujets pour la première semaine, 14 sujets d'ordre facile pour ces essais
pour un exercice de pratique d'éloquence. Ensuite, vous lui demandez encore 14 sujets intermédiaires et finalement 14 sujets d'ordre difficile psychologique. Et vous répertoriez tout ça dans un bloc-notes et chaque jour, vous prenez, la première semaine, vous commencez avec les sujets faciles. Vous prenez un sujet que vous développez. Je vais mettre ici le compte de la personne qui a suggéré cet exercice parce qu'elle a encore proposé un autre exercice qui m'a beaucoup plu que je vais faire également. Je vais mettre son compte là. Vous commencez avec les sujets faciles que vous développez pendant 1 minute. Vous réglez votre minuteur. Vous posez la caméra pour qu'elle soit stable et vous parlez. Vous essayez de développer le sujet et vous continuez. Quand le minuteur s'arrête, vous vous arrêtez. Et vous revoyez à la fin de l'exercice. Vous revoyez votre première vidéo du premier jour. Et vous voyez ensuite la dernière vidéo pour un peu jauger et faire la comparaison entre les deux. Là, nous allons passer à la phase de réaction face au sujet que j'ai eu à aborder. Je tiens à vous dire qu'on ne va pas visionner toutes les vidéos, juste les moments d'évolution. Et là, je vais essayer de réagir à ce que j'ai eu à faire. À 1 minute, je vais lancer. Un objet que j'utilise tous les jours et pourquoi? C'est un objet qui facilite la vie. C'est un objet qui m'aide au quotidien. C'est un des indispensables. Voilà, premier tic de langage. J'utilise la brosse à dents encore pour laver les dents le matin pour pouvoir maintenir mon hygiène dentaire. Je l'utilise également en soirée avant de me coucher. Je me brosse les dents. C'est très important également de le faire après les repas, mais je ne le fais pas. Donc, je le fais juste le matin et le soir. Pourquoi? Comme je l'ai dit, pour maintenir mon hygiène dentaire, ne pas puer de la bouche, éviter la carie dentaire. Il y a le tic de langage. Ce que je peux dire de cette première journée, ça se voit, c'est la première journée. Il y a toujours le tic qui est là parce que je n'avais pas encore pris conscience que c'était ça qu'il fallait corriger. Pour moi, le plus important, c'est d'aligner les idées, de le savoir bien les exprimer pour que l'auditoire puisse comprendre. C'était là l'exercice que je devrais faire. Et là, on voyait très bien que je n'arrivais pas à bien développer le sujet. J'allais un peu dans tous les sens. Pourquoi apprendre à parler en public est utile? Je lance le minuteur. Il est très important de savoir s'exprimer en public, surtout si on veut communiquer des idées Encore un tic. à d'autres personnes. Et également, il est très important de s'assurer que l'interlocuteur comprenne, assimile le message que tu aimerais faire passer. Parce qu'il y a une grande différence entre ce que tu penses et ce que tu dis. Tu ne peux pas t'attendre à ce que la personne comprenne exactement ce que tu penses, juste en le disant. Il y a des mots que tu dois mettre pour que l'interlocuteur puisse réellement comprendre et réellement s'assurer qu'il comprenne. Par exemple, en lui posant des questions ou en lui redemandant ce que tu as voulu qu'il fasse pour toi. Donc c'est très important non seulement de savoir parler en public également, ça peut t'ouvrir des portes lors de tes séminaires, communiquer avec un grand public, savoir capter l'attention de ton auditoire. Au moins là, j'ai pu dire des choses en fait. Oui. Là, on voit toujours qu'il y a le E qui persiste, mais j'arrivais quand même à essayer de développer le sujet et que ça suive un fil et que ce soit compréhensible. Pourquoi tout le monde a quelque chose d'important à dire? Je vais lancer le minuteur. Je pense que le point de vue de chacun diffère sur un sujet donné. Ce qu'une personne peut penser d'un sujet ne peut pas être exactement la même chose. Il y a toujours une autre perspective que l'autre va nous faire voir sans que nous-mêmes on s'en rende compte parce que le vécu et l'éducation de chacun diffèrent. Selon l'éducation de chacun, il y a une manière de voir les choses qui est propre à chacun.
que l'autre ne va forcément pas connaître ou comprendre. Et c'est pour ça qu'il est très important de toujours laisser tout le monde s'exprimer parce que ça nous apporte quelque chose de nouveau sans qu'on s'en rende compte. Donc je pense que c'est réellement important de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent sur un sujet donné pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, pouvoir comprendre, prendre un nouveau point de vue par rapport à la chose, parce qu'on peut voir ça uniquement sur notre point de vue à nous. Mais quand on nous montre un autre type de point de vue, on comprend encore mieux le sujet. Voilà. On était au jour 7. Là, j'arrivais quand même également à développer le sujet, mais le tic persistait toujours. C'est la réaction du jour 8 de l'exercice. Le matin, je suis dans la semaine 2 de mon exercice. Voilà la semaine 2. Et là, nous allons aborder des sujets un peu plus complexes. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est peut-on réussir sans confiance en soi? Je vais activer le minute, c'est toujours 1 minute. Je pense qu'on ne peut pas réussir sans confiance en soi. Premièrement, parce que c'est la confiance qui nous permet d'avancer quand on a des échecs. Si tu ne crois pas en ce que tu fais ou si tu ne crois pas en tes capacités à atteindre cet objectif, tu peux abandonner au premier échec. Ensuite, le deuxième argument que je peux avancer, c'est quand plusieurs personnes te font douter de ce que tu fais, tu peux abandonner également facilement si tu n'as pas confiance en toi et en tes capacités. Tu dois affirmer et tu dois le croire et tu dois te donner les moyens pour pouvoir atteindre ton objectif. Même si plusieurs personnes essaient de te décourager. Voilà à peu près mes 2 arguments pour soutenir la. On y était presque. En fait, qu'on ne peut pas réussir si on n'a pas confiance en soi. Voilà. Bizarrement, en revoyant la vidéo, je pense que j'ai changé le tic de langage. J'ai besoin de changer le tic de langage donc, par voilà. C'est toujours le même jour, mais le soir. Le thème de ce soir, c'est les réseaux sociaux nous rapprochent-ils ou nous divisent-ils? Je pense que les réseaux sociaux nous divisent plus qu'ils nous rapprochent. Prenons par exemple le cas de 2 personnes qui n'ont pas eu de nouvelles l'un de l'autre depuis longtemps, mais qui se suivent sur les réseaux sociaux. Chacun poste son contenu chaque jour et en apparence, ça a l'air d'aller bien, tout est positif, mais au fond, on ne sait pas réellement ce que vit la personne. Donc, en voyant ces images sur les réseaux sociaux, on peut se dire que tout va bien chez la personne alors que ce n'est pas forcément le cas. Et au lieu de prendre contact avec ces derniers, on préfère se laisser influencer, se fier à ce qu'ils montrent ou ce qu'elles montrent sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que sur ce point-là, les réseaux sociaux nous séparent. Il y a également plein d'autres alternatives. Et tout ça, ce n'est que l'une des dérivées du téléphone portable. Le téléphone portable qui a été fait pour nous rapprocher, a créé cette dérivée pour pouvoir encore plus nous diviser à long terme. L'échec est-il une étape obligatoire pour réussir? Oui, l'échec fait partie de la réussite. Quelqu'un qui n'a jamais connu d'échec, c'est quelqu'un qui n'a jamais su se relever face à des coups durs. Si tu n'as pas connu d'échec, tu ne vois pas comment tu peux évoluer. L'échec fait partie du processus de la réussite parce que c'est en échouant qu'on apprend de nouvelles choses, c'est en échouant qu'on essaye d'autres techniques, d'autres astuces pour pouvoir avancer. Plutôt pas d'astuces, mais d'autres méthodes, d'autres manières de faire. Si tout a toujours été sur le chemin le jour, tu vas connaître un coup dur à ton apogée. Ça sera difficile pour toi de t'en relever. Donc, c'est toujours important d'avoir quelques moments d'échec. On était presque. Quel entrepreneur ou quelle personne de son parcours n'a jamais connu d'échec, de moments où il n'a pas été au plus haut de sa forme, de moments où il n'a pas été assez performant. Donc, oui, l'échec fait partie du processus de réussite et l'échec est indispensable pour réussir. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est crédible à l'oral? Je pense qu'une personne est crédible à l'oral grâce à son vécu. C'est ce qu'il dit, grâce à son vécu et à son expertise.
Si c'est quelqu'un qui connaît son sujet, qui maîtrise toutes les facettes de son sujet, peu importe les questions qu'on pourra lui poser, il pourra toujours se défendre. Et également son expérience. C'est toujours l'expérience qui fait qu'on retient des choses par rapport à son sujet et qui raffermit encore plus l'expertise de la personne. Donc c'est ça qui fait en globalité pourquoi une personne est crédible à l'oral. Tant que tu maîtrises ton sujet, tant que tu maîtrises à qui tu parles, tant que tu maîtrises ton sujet dans tous les sens du terme, personne ne peut jamais venir dire que tu n'es pas crédible quand tu parles de ton sujet, que tu n'es pas éligible quand tu parles de ton sujet. Voilà, il faut être, voilà, à peu près tout ce qu'il faut être pour être crédible à l'oral, je crois. Peut-on être libre tout en ayant des responsabilités? La liberté de chacun s'arrête où la liberté de l'autre commence. Je pense que c'était la phrase du philosophe. On peut être libre en ayant des responsabilités. Ça dépendra de quel type de responsabilité on a. Par exemple, prenons le cas des enfants. Si vous avez des enfants, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout en pensant à l'avenir de ces enfants. Vous ne pouvez plus dépenser comme vous avez l'habitude de le faire parce qu'il y a l'avenir des enfants à assurer, il y a la scolarité, il y a plein d'autres charges concernant les enfants à assurer. Vous ne pouvez plus faire la fête, vous ne pouvez plus vivre au jour le jour, vous ne pouvez plus faire des activités assez risquées, dangereuses, et pour ne pas laisser des enfants orphelins. Donc, si on prend ce sens-là, là, la liberté, elle est totalement restreinte. Il n'y en a carrément pas quand on a cette responsabilité qui est des enfants, qui est une responsabilité à vie. Prenons le cas au service. Quand on a une responsabilité en étant chef supérieur, en étant cadre, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire sous prétexte d'influencer ses employés. Pour ne pas influencer ses employés, tu dois te comporter d'une manière exemplaire pour que tes employés te respectent, valorisent plus ton travail et également travaillent également 2 fois plus pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà à peu près ma réponse par rapport à la question. Là, je pense que je me suis bien sortie. Quand c'est des trucs comme ça, j'ai les mots. Tu as les mots. Peut-on guérir sans pardonner? La plupart des gens pardonnent, mais ne guérissent pas. Donc, est-ce que la question de la guérison dépend nécessairement du pardon qu'on accorde à l'autre? Ça dépend également de plusieurs paramètres, du niveau auquel on a été blessé. Mais franchement, pour moi, la guérison ne dépend pas du pardon donné. Tu peux guérir et ne pas vouloir pardonner à la personne. Ou soit tu as pardonné juste à cause des croyances religieuses et d'autres paramètres, mais au fond de toi, tu restes blessé, tu restes touché parce que la personne a pu te faire. À chaque fois, quand tu te retrouves seul, tu y repenses et ça te fait en quelque sorte mal. Tu revivais la scène. Le conseil que je peux donner à tout un chacun, c'est de privilégier leur bien-être. On dirait que là, on n'a pas fait de tic de langage. Pardonner à l'autre ou pas, on s'en fout. Là, tu as été commis. Le plus important pour toi, c'est de te défaire de cet acte-là, de ne plus y penser, de passer à autre chose, d'essayer de passer à autre chose, d'essayer de guérir tes blessures. Et après, tu verras si tu veux pardonner ou pas. Le pardon n'est pas obligatoire. Pour ceux qui sont dans la religion, c'est un autre débat. Mais pour moi, le pardon ne reste pas obligatoire. Si tu veux pardonner, tu pardonnes. Et si tu pardonnes, pardonne sincèrement. Et tous ceux qui disent que quand on pardonne, on doit oublier. Quand on pardonne, on n'oublie pas. L'acte, il a été commis. Il reste jusqu'à ce que tu meurs. Sauf si tu souffres d'amnésie ou de perte de mémoire. Ou tu as l'Alzheimer. Wow. J'en avais beaucoup à dire. Period. Le bonheur est-il un état ou un instant? Quand on dit que le bonheur est un instant, c'est quand tu vis un moment présent, tu es en joie, tu as reçu une bonne nouvelle, tu es en état plein de bonheur.
Maintenant, le bonheur comme un état, c'est que dans ta manière de vivre, dans ta manière de penser, tu penses tout au positif. Tu ne prends rien de mal quand quelque chose t'arrive, tu essayes de trouver le bon côté en te disant que ça ira. Et tu vis comme ça te permet de garder la tête froide et de continuer d'évoluer sans tomber dans la déprime. Entre les deux, je pense que les deux se valent, mais le meilleur et ce qui est plus long dans la durée, c'est le bonheur en étant un état, en étant sûr, plutôt en sachant que l'être humain n'est jamais satisfait et rapidement quand il a son bonheur dans un instant T, il aura envie d'autre chose quelques minutes après. L'être humain n'est jamais satisfait. Donc je pense que le vrai... Je suis en train de manipuler mon PC. Dans la manière de vivre, dans la manière de penser quotidiennement, de toujours tirer le positif de ce qu'on a, de ce qu'on fait surtout, et de continuer sa vie ainsi, sans se préoccuper, sans penser à demain, parce que demain, il n'y a pas un problème immédiat qui t'arrive. Tout se passe dans la tête. Là, il n'y a pas eu de tic de langage. Question. Il n'y a pas eu de tic de langage. Arriver au 20e jour sans faire de tic de langage, je pense que c'est bon. Vers la fin, c'est bon déjà. La vérité est-elle toujours supportable? Peu importe la situation, peu importe le contexte et peu importe la personne avec qui tu as un conflit, le mieux serait toujours d'opter pour la vérité, même si elle est blessante, mais de trouver la manière de la dire. Il n'y a pas de bonne manière forcément pour dire la vérité, mais le plus important reste de dire la vérité. Mais quand même d'essayer de trouver la bonne manière pour ne pas vexer l'autre, pour ne pas frustrer l'autre, pour ne pas que cette personne se braque. Est-ce qu'elle peut être supportable? Tout dépend du niveau de tout un chacun. D'autres peuvent la supporter comme d'autres peuvent être affectés jusqu'à la fin de leur jour par rapport à cette vérité. Et ça dépend du type de vérité. Ça peut être un enfant caché, ça peut être une petite vérité, comme par exemple tu as une mauvaise haleine. Tout réside dans la manière. J'essaie de remplacer l'éthique par le silence. La personne qui va recevoir cette vérité. Il faudra étudier la personne à qui on parle, connaître son tempérament et savoir comment s'adresser à cette personne pour ne pas la frustrer, pour ne pas l'heurter dans sa sensibilité. Mais je préconise et je prioriserai toujours le fait de dire la vérité. Même si elle doit faire mal, il faut que la vérité triomphe du mensonge. Ne mentez pas. Soyez honnête, toujours honnête. Vivre, est-ce résister ou accepter? Accepter comment notre vie est telle qu'elle est. Résister à tout ce qui nous est imposé. L'être humain fait face à plusieurs réalités durant son existence. La mort, la maladie, la perte d'une personne chère, des situations, des problèmes. Doit-il accepter ces situations, se faire à l'idée, ou doit-il résister pour protéger son fort intérieur, pour protéger sa psychologie, ses émotions? La vie ne devrait pas être un choix qui se résume juste à accepter tout ce qui nous arrive sans rien faire, sans lutter, ou à tout le temps être sur la défensive, à résister à tout ce qui vient à nous, à tout ce qu'on nous propose. Nous devons alterner entre les deux. Vivre la vie, c'est vivre en étant heureux, en étant en paix avec soi-même. Si certaines situations ne nous conviennent pas, le mieux serait de passer à autre chose sans tout au plus offenser les autres ou résister quand la situation qui arrive ne nous convient pas, accepter pour vivre encore plus heureux.
Bref, c'est le dernier jour, j'ai fini mon exercice d'éloquence. On va voir. Comparaison. Comme vous avez bien pu le voir dans la première vidéo, vous pouvez toujours retourner en arrière pour la revisionner. Il y avait des difficultés à développer le sujet de manière cohérente. Au fil du temps, j'ai vu qu'il y avait des sujets sur lesquels j'avais une facilité à m'exprimer, une facilité à parler, parce que ce sont des sujets qui me parlaient, peut-être que je connaissais. Et d'autres sujets où je ne savais pas trop quoi dire, peut-être par manque d'expérience ou par manque de quelque chose. Il va falloir me cultiver encore plus. J'avais toujours gardé le tic de langage jusqu'à la dernière semaine. C'est au niveau des derniers jours que j'ai pu vraiment prendre conscience qu'il fallait les supprimer et remplacer les moments où je veux les exprimer par des silences. Ce qui a rendu mon discours lent. Mais ce n'est que le début. Il va falloir que je m'exerce encore plus pour que ce soit fluide, naturel. Parce que c'était hyper lent. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, c'était assez lent et on n'arrivait pas trop à suivre. Il faut que ce soit dynamique, il faut que ça intéresse, que ça capte l'attention jusqu'au bout. Que cet exercice m'a permis de changer dans ma façon de parler, c'est de m'exprimer, de définir le sujet, donner des exemples, conclure. Je n'y arrivais pas tout le temps, mais maintenant j'ai vu ce plan-là dans ma tête et je pense que je vais le suivre. Également, pour pouvoir corriger les tics de langage, il faut remplacer par le silence, mais sans trop être lent dans le test pour ne pas perdre le fil, pour ne pas que l'interlocuteur perde le cap. Ce que je retiens de cet exercice, c'est la pratique. Il faut pratiquer, il faut s'exercer pour pouvoir obtenir le résultat qu'il faut. Si tu as envie de faire l'exercice, je te recommande vivement à te lancer. Tu prends des sujets, tu peux les commencer avec 21 jours et voir comment tu trouves si tu as évolué au bout du 21e jour, si tu veux continuer ou t'arrêter. Mais il faut commencer. T'exprimer, c'est très important, surtout si tu ambitionnes à quelque chose. Il va falloir t'exprimer, que tout le monde te comprenne. Également, si tu as envie de présenter des projets et plein d'autres choses, c'est très important de savoir s'exprimer et de s'exprimer de manière à capter l'attention de la personne. Je pense qu'il me reste encore des choses à faire, des choses à corriger pour que tout soit bien. Mais c'est déjà un bon début pour moi et je pense que c'est en pratiquant qu'on devient forgeron, bien c'est la phrase. Donc voilà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des préoccupations, mets-les-moi en commentaire. Si tu as envie que j'aborde un autre type de sujet, mets-les-moi en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo longue sur un thème, mettez-les-moi en commentaire. Et n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bye bye, bisous.